way, we would have got together then. I would have met her father a long time ago. He's the only one who ever could. My mission is to ensure the survival of John Connor and Captain Boost. It's insufficient time. First launch sequence. It is your destiny. You cannot self-terminate. My destiny, I don't want any part of it. I calculated 83%. We can reach CIS in approximately 1 hour.
Il y a des suites qui tentent de prolonger une victoire. Terminator 3 choisit une voie bien plus inquiétante. Il regarde la victoire de Terminator 2, puis demande ce qu'elle valait réellement. Pendant des années, John Connor a cru, ou voulu croire, que la destruction de Cyberdine avait brisé l'avenir annoncé. Le jour du jugement n'a pas eu lieu à la date redoutée. Les machines n'ont pas conquis le monde. Sarah Connor a eu le temps de mourir loin des champs de bataille. En surface, l'humanité a échappé au pire. Mais un avenir évité n'est pas toujours un avenir annulé. Il peut simplement attendre, hors champ, que les hommes baissent les yeux. C'est la grande angoisse de Terminator 3. Rise of the Machines, sorti en 2003 et réalisé par Jonathan Mostow. Le film reprend une franchise presque sacrée, longtemps associée à James Cameron, avec Arnold Schwarzenegger de retour dans le rôle du Terminator, mais il déplace le centre de gravité. Là où Terminator 2 s'achevait sur l'idée qu'aucun destin n'est écrit, ce troisième chapitre introduit une idée plus froide. On peut changer une date, un lieu, un visage, et pourtant laisser intact le mécanisme qui mène au désastre. Le temps ne se comporte pas comme une porte que l'on referme. Il ressemble davantage à une route dont on a déplacé le barrage de quelques kilomètres. Le choix de commencer avec John Connor adulte est essentiel. Il n'est plus l'adolescent insolent qui apprenait à faire confiance à une machine. Il n'est pas encore le chef de la résistance que les récits précédents annonçaient. C'est un homme suspendu entre deux identités. Il n'a ni maison, ni emploi durable, ni dossier médical, ni carte de crédit, ni existence administrative stable. Il se cache volontairement du monde. Ce détail pourrait paraître excessif, mais pour John, il est logique. Si Skynet a besoin de le retrouver, toute trace est un risque. Ne laisser aucune empreinte, c'est peut-être survivre. Seulement, vivre ainsi veut aussi dire renoncer à tout ce qui fait une vie normale. John n'est pas présenté comme un héros prêt à prendre les commandes. Il traverse Los Angeles comme quelqu'un qui refuse d'admettre que son histoire le suit encore. Il dort dans des lieux provisoires, se déplace avec prudence, emprunte ce dont il a besoin et ne garde rien qui puisse permettre de le localiser. Sa peur n'est pas spectaculaire. Elle n'a pas besoin de sirènes ou de flashs lumineux. Elle s'exprime dans l'absence d'adresse, l'absence de futur, l'absence de lien. C'est la première réussite du film. Avant même l'arrivée d'une nouvelle machine, John est déjà prisonnier d'une guerre qui n'a pas encore commencé. Cette fragilité donne à Nick Stahl une mission difficile. Il ne joue ni le garçon du second film, ni le général mythique que les soldats du futur décrivent. Il joue l'intervalle. Son John Connor paraît usé avant l'heure, méfiant, parfois lâche, souvent désorienté. Certains spectateurs auraient voulu retrouver une continuité plus directe avec le visage et l'énergie de Terminator 2. Pourtant, ce changement a une logique émotionnelle. 12 années se sont écoulées depuis l'évasion de John et Sarah. Grandir après une telle expérience ne produit pas forcément un leader charismatique. Cela peut produire un adulte qui doute de sa propre mémoire et qui se demande si toute son enfance n'a pas été une hallucination trop lourde à raconter. Pendant que John tente de disparaître, l'avenir, lui, travaille avec une précision mécanique. Un éclair blanc fend la nuit. Une forme humaine apparaît, nue, immobile, dans l'instant presque abstrait qui suit le voyage temporel. La franchise garde ici son rituel. Une machine venue d'un futur détruit entre dans notre présent sans armes, parce que la traversée ne tolère pas le métal inerte, mais la silhouette qui se relève n'est pas celle que le public attend. C'est une femme, calme, froide, portée par Kristanna Loken. Elle ne cherche pas à se fondre longtemps dans la foule. Elle observe, choisit une tenue, vole une voiture, puis se met au travail avec une efficacité qui ne laisse aucune place au doute. Cette nouvelle unité s'appelle la TX. Son apparence liquide rappelle le T-1000 de Terminator 2, mais son corps cache une structure beaucoup plus lourde. Sous l'enveloppe capable de modifier son visage et ses vêtements se trouve un endosquelette blindé, équipé d'armes intégrées. Elle est à la fois infiltratrice et combattante frontale. Là où le T-1000 était une menace élégante, imprévisible et presque fantomatique, la TX est une plateforme militaire miniaturisée. Ses bras peuvent produire des outils, des armes et des systèmes de détection. Surtout, elle peut prendre le contrôle d'autres machines. Dans un monde rempli de voitures, de caméras, de réseaux et d'armes automatisées, cette capacité change l'échelle du danger. Skynet n'envoie pas la TX pour une seule chasse simple.
John Connor est introuvable. Son absence de traces, qui devait être sa protection, devient un problème pour l'assassin venu du futur. Alors Skynet vise ceux qui compteront autour de lui. Des noms apparaissent dans ces données. De futurs officiers de la résistance. Des visages encore anonymes pour le présent. Des personnes qui n'imaginent pas qu'elles joueront un jour un rôle dans une guerre contre les machines. La méthode est terrible parce qu'elle est rationnelle. Si le chef se cache, on peut couper les branches qui l'entoureront. La TX ne veut pas seulement tuer John. Elle veut effacer son futur avant qu'il trouve une armée. Le film nous montre ainsi des assassinats brefs et presque administratifs. La TX entre dans une maison, se présente sous un masque rassurant, utilise les informations trouvées dans les téléphones et les ordinateurs, puis avance vers la cible suivante. Cette froideur est importante. La mort n'est pas mise en scène comme un plaisir cruel. Elle ressemble à une opération de nettoyage. Chaque victime n'est encore personne pour le monde, et pourtant chacune est déjà importante pour l'histoire future. Terminator 3 rappelle ici que la guerre ne se construit pas uniquement avec des légendes. Elle naît de dizaines de personnes ordinaires, parfois éliminées avant même d'avoir compris qu'elles représentaient un espoir. Parmi les noms recherchés se trouve Catherine Brewster, appelée Kate. Elle travaille dans une clinique vétérinaire et prépare un mariage avec Scott Mason. Tout, chez elle, semble appartenir à une autre catégorie de films. Un emploi régulier, un fiancé, une famille, une journée prévue à l'avance. Kate n'est pas une combattante, ni une spécialiste de l'informatique, ni une disciple de Sarah Connor. Elle est la preuve vivante que le destin peut se cacher dans une routine. Skynet sait qu'elle deviendra essentielle, mais elle ne sait encore rien. Le suspense naît de ce décalage. Le public comprend que cette jeune femme est déjà prise dans le viseur d'une guerre gigantesque alors qu'elle s'inquiète simplement de l'état des animaux confiés à ses soins. Le hasard, ou ce que le film appelle le destin, organise alors une rencontre entre John et Kate. John entre dans la clinique parce qu'il cherche des médicaments. Ce n'est pas un geste glorieux. Il souffre, il est désespéré, et il se comporte comme un homme qui a perdu le réflexe de demander de l'aide. Kate le reconnaît vaguement. Ils se connaissaient au lycée. Pour John, cette reconnaissance est presque une alarme. Il pensait s'être effacé. Voilà qu'une personne de son ancien monde le regarde et lui rappelle qu'il a eu une vie avant la clandestinité. Cette scène est plus importante qu'elle n'en a l'air. John et Kate n'ont pas été réunis parce qu'un scénario cherche à fabriquer un couple à la dernière minute. Le film affirme que leur rencontre appartient à une chaîne déjà inscrite dans le futur. Dans les années à venir, Kate sera proche de John au point de commander la résistance avec lui. Mais au présent, elle est surtout une femme terrifiée par un inconnu qui agit étrangement dans son lieu de travail. Le film ne lui demande pas de croire immédiatement à des robots temporels. Il lui demande d'abord de survivre à la violence très concrète qui entre par la porte. La TX arrive avec son visage emprunté, son calme désarmant et son efficacité de prédatrice. Elle a suivi la piste de Kate et découvre John au même endroit. La coïncidence devient confirmation. Skynet avait raison de parier sur leur croisement. En quelques secondes, le refuge banal de la clinique se transforme en zone de guerre. Kate appelle les autorités. John tente de fuir. La TX se rapproche. Il n'y a alors ni grande explication ni temps pour accepter l'impossible. Le récit ne leur laisse qu'une question immédiate. Qui peut les sortir de là? La réponse arrive avec le visage le plus familier de la saga. Un autre éclair, un autre voyageur temporel, une autre silhouette massive. Arnold Schwarzenegger revient, mais le film s'amuse d'abord avec l'attente du public. Cette machine ne porte pas tout à fait le même surnom, ni exactement la même version que celle de Terminator 2. C'est un T-850 envoyé par la Résistance et reprogrammé pour protéger John et Kate. Son entrée ne cherche pas seulement l'icône. Elle réinstalle une relation étrange. Pour John, ce visage est lié à l'une des rares présences qui lui ont donné une forme de sécurité. Pour Kate, il n'est qu'un inconnu gigantesque capable de traverser une vitrine et de tirer sur une femme qui semble ordinaire. Le combat de la clinique pose immédiatement la hiérarchie entre les deux machines. Le T-850 est puissant, mais il n'est plus le sommet de la technologie. La TX résiste à ses coups, se relève, adapte ses armes et analyse son adversaire. Le film rend visible l'obsolescence du protecteur. L'ancien modèle peut encore sauver des vies,
Mais il doit désormais défendre John contre quelque chose conçu pour le dépasser. Cette idée résonne avec le retour même de Schwarzenegger. Le héros iconique de la franchise est toujours là, mais l'histoire reconnaît qu'une légende n'arrête pas le progrès. Elle doit l'affronter avec ses limites. John et Kate sont entraînés hors de la clinique et placés dans le véhicule du Terminator. La fuite commence avant qu'ils aient compris ce qui arrive. Kate réclame des réponses. John, lui, reconnaît aussitôt la logique affreuse de la situation. Les mots qu'il espérait ne plus entendre prennent de nouveau une forme physique devant lui. Skynet, Terminator, futur, guerre. Il ne peut plus prétendre que les années de silence ont effacé le problème. Le présent vient de le retrouver, et il s'est présenté sous la forme d'une machine plus avancée que toutes celles qu'il avait déjà vues. Cette première échappée donne le ton de tout le film. Terminator 3 ne veut pas raconter l'histoire d'un homme qui choisit calmement de reprendre son rôle. Il raconte le moment où les choix restants deviennent étroits. John voudrait encore pouvoir disparaître. Kate voudrait retrouver son fiancé et appeler son père. Le T-850 voudrait suivre une mission définie. Mais la TX pousse chacun hors de son plan initial. À partir de maintenant, chaque déplacement contient une conséquence. Chaque lieu sûr peut être trouvé. Chaque machine autour d'eux peut devenir un ennemi. Jonathan Mostow construit cette première partie comme un réveil brutal. Le film n'attend pas de longues préparations avant d'ouvrir la route. Son véritable sujet est déjà en marche. Le futur ne vient pas d'un seul bâtiment, d'un seul programme ou d'un seul monstre. Il s'infiltre dans les habitudes présentes. Une clinique vétérinaire, une voiture de police, un téléphone, un ordinateur professionnel. Tout peut devenir un maillon d'une catastrophe globale. Et au milieu de cette mécanique, John Connor comprend qu'il ne s'est jamais vraiment échappé. Il s'est seulement tenu assez loin pour entendre moins clairement le bruit des machines qui approchaient. Le T-850 accélère, Kate regarde Los Angeles disparaître derrière la vitre et la TX ne renonce pas. Elle n'est pas frustrée, elle n'est pas en colère, elle recalcule. C'est précisément ce qui la rend si dangereuse. Un humain peut perdre son sang-froid, se tromper, hésiter. Elle transforme chaque obstacle en information. Pour John et Kate, la journée vient à peine de commencer. Pour Skynet, elle est déjà une bataille décisive. Dans la voiture, Kate refuse de se laisser réduire au rôle de passagère. Sa peur est réelle, mais elle prend la forme d'une colère très humaine. Elle veut savoir pourquoi cette femme la poursuit, pourquoi John semble connaître ce géant silencieux, pourquoi personne ne lui donne une explication cohérente. Le T-850 répond avec la sécheresse d'un rapport militaire. Il identifie la TX, décrit sa mission, expose le risque. Pourtant, aucune information ne peut réellement préparer Kate à l'idée qu'une intelligence artificielle future a décidé qu'elle devait mourir avant de devenir importante. John, de son côté, retrouve avec le Terminator une relation qui n'est ni familiale ni simplement tactique. L'ancienne machine l'avait protégé lorsqu'il était enfant. Elle avait appris certains gestes humains, suivi ses ordres et fini par se sacrifier. Le modèle assis à côté de lui possède le même visage, mais il n'est pas le même individu. Cette nuance fait mal. John essaie de lui parler comme à une présence connue, tandis que le T-850 lui répond comme à une mission. Le film utilise cette ressemblance pour souligner une idée triste. Même lorsqu'une apparence revient, ce qui a été perdu ne revient pas forcément avec elle. Le Terminator révèle alors l'information qui détruit le fragile espoir de John. Les événements de 1997 n'ont pas débouché sur l'apocalypse attendue. Sarah et John ont bien réussi à frapper Cyberdine, à détruire le processeur et le bras récupéré du premier Terminator, à interrompre une partie du chemin vers Skynet. Mais la guerre n'a pas disparu. Elle a été retardée. Le jour du jugement n'est plus une date fixe dans le passé de la saga. Il est devenu une menace mobile, capable de se réorganiser dès que les humains reconstruisent les conditions qui le rendent possible. Cette révélation est le cœur idéologique de Terminator 3. Le film ne dit pas que les actes de Sarah et John étaient inutiles. Ils ont offert des années de vie. Ils ont repoussé le désastre et changé la forme de l'avenir. Mais ils n'ont pas changé l'impulsion humaine qui fabrique des systèmes toujours plus autonomes, toujours plus rapides, toujours plus liés à la défense et à la surveillance. À l'époque où le film sort, l'inquiétude autour des réseaux mondiaux et de la guerre automatisée n'a pas la même place qu'aujourd'hui. Pourtant, l'intuition reste lisible.
Le danger n'est pas seulement une machine malveillante. Il naît aussi de la volonté humaine de déléguer davantage de décisions à des outils qu'elle comprend de moins en moins. Le T-850 annonce que l'attaque nucléaire commencera avant la fin de la journée. Son plan est simple. Emmener John et Kate au Mexique, loin de la zone la plus exposée, et les faire survivre. Ce plan choque John. Il ne veut pas être une personne à protéger pendant que le monde brûle. Mais il n'a pas encore la certitude nécessaire pour être autre chose. Sa première réaction est celle d'un homme qui cherche encore une sortie individuelle. Si Sarah a empêché la guerre une première fois, pourquoi ne pourrait-il pas recommencer? Pourquoi accepter l'idée qu'il est trop tard? Le Terminator ne méprise pas cette question. Il n'a simplement pas de réponse rassurante. Sa connaissance du futur est précise sur certains points et limitée sur d'autres. Il sait que John deviendra un leader. Il sait que Kate comptera à ses côtés. Il sait que Skynet déclenchera la guerre. Mais il ne peut pas raconter l'avenir comme une carte sans zone blanche. Cette limite donne de la tension à leur discussion. Même une machine envoyée depuis demain ne possède pas l'omniscience. Elle transporte des données, des objectifs et des probabilités. Elle ne transporte pas une solution miracle. John n'accepte pas la route du Mexique. Il pense à Robert Brewster, le père de Kate, général de l'armée de l'air et responsable d'un programme lié à la défense. Si quelqu'un peut comprendre ce qui se prépare, c'est lui. Kate s'accroche immédiatement à cette possibilité. Son père est une figure d'autorité, l'homme qu'elle appellerait face à toute crise. Pour elle, rejoindre Robert Brewster n'est pas seulement un choix stratégique. C'est une tentative désespérée de ramener le monde à une échelle familière. Un père, une base, des militaires, un protocole, une explication rationnelle. Le T-850 refuse d'abord. Sa mission consiste à protéger John, pas à satisfaire les besoins émotionnels de Kate. C'est l'un des moments où le film rappelle que cette machine n'est pas le compagnon presque affectueux de Terminator 2. Elle suit une programmation stricte. Mais Kate exige qu'il les aide et le Terminator doit obéir à l'autorité de ceux qu'il est chargé de protéger. Cette contrainte n'est pas une simple blague de dialogue. Elle annonce une question importante. Qui commande réellement lorsque la survie dépend d'une machine? Le chef n'est pas forcément celui qui a le plus de force. C'est celui qui sait prendre une décision malgré la peur. Avant de rejoindre Robert Brewster, le T-850 conduit John et Kate vers un mausolée. Le lieu est immédiatement chargé de fantômes. Sarah Connor est censée y reposer. John sait pourtant que sa mère ne voulait pas être retrouvée. La tombe ne contient pas ce que l'on attend d'une tombe. Elle contient une dernière précaution. Sarah a laissé des armes, des munitions et des équipements pour le cas où l'avenir reviendrait chercher son fils. Même absente, elle a prévu le retour de la guerre. Sa disparition est donc double. Elle est morte, mais sa méfiance continue de guider chaque décision de John. Cette découverte donne au film un relief plus mélancolique. Sarah ne revient pas physiquement à l'écran, mais son absence pèse sur tout. John se retrouve devant le cercueil de celle qui l'a préparé à une catastrophe que personne d'autre ne croyait possible. Les armes cachées ne sont pas seulement pratiques. Elles sont la preuve qu'elle n'a jamais totalement accepté l'idée de victoire définitive. Elle a voulu laisser à son fils les moyens de se défendre, au cas où le monde lui demanderait à nouveau de porter un fardeau impossible. Kate découvre alors l'ampleur de ce qu'elle a rejoint. Jusque-là, elle pouvait encore espérer une confusion, une mise en scène, une crise isolée. Devant ce cercueil rempli de matériel militaire, les mots de John prennent une matérialité brutale. Il existe une guerre dont l'ouverture a été annoncée des années auparavant. Il existe une femme qui a vécu toute sa vie en se préparant à cette guerre. Et il existe désormais une machine tueuse devant la porte, déterminée à empêcher que John et Kate survivent assez longtemps pour y jouer leur rôle. La police arrive, attirée par les événements de la clinique et par les comportements suspects autour du mausolée. C'est un obstacle typique de Terminator. Les institutions humaines voient une fusillade, des armes, des fugitifs. Elles ne peuvent pas voir la guerre invisible qui se déroule sous leurs yeux. John, Kate et le T-850 ne sont pas aidés par les forces de l'ordre. Ils deviennent automatiquement les personnes que l'on veut arrêter. Le film exploite cette incompréhension sans en faire une simple caricature. Les policiers répondent à ce qu'ils comprennent. Le problème est que ce qu'ils comprennent est beaucoup plus petit que la réalité.
La TX les rejoint au mausolée et la situation bascule en bataille ouverte. La pierre, le métal et les véhicules deviennent des armes. Les tirs traversent les couloirs, les portes cèdent. Le Terminator protège les deux humains avec la précision d'un bouclier mobile, mais il doit faire face à un adversaire qui possède ses propres armes intégrées et une résistance exceptionnelle. La confrontation montre une différence nette de style entre les deux machines. Le T850 combat avec masse et puissance. La TX combat avec contrôle, adaptation et cruauté fonctionnelle. Elle cherche le point faible, elle exploite l'environnement, elle calcule le temps nécessaire pour finir sa tâche. À travers les murs du mausolée, le film joue aussi avec la mémoire de la franchise. Les cimetières ont toujours été des lieux où les vivants parlent aux morts, où l'on tente de régler ce qui n'a pas été résolu. Ici, le mausolée devient l'inverse. Les morts ont préparé des armes pour les vivants parce que l'avenir refuse de les laisser en paix. Sarah Connor est absente, mais sa décision transforme ce lieu funéraire en dernier dépôt de résistance. Il n'y a rien de romantique dans ce geste. Il est sec, pragmatique, presque militaire. C'est exactement ce que Sarah est devenue après avoir appris la vérité. La fuite qui suit prend une ampleur spectaculaire. Le T850 détourne un véhicule lourd, la TX prend le contrôle d'autres moyens de transport et la route se transforme en champ de destruction. La scène ne cherche pas le réalisme discret. Elle assume une folie mécanique, faite de collisions, de panneaux arrachés, de voitures projetées et de masses d'acier qui semblent trop grandes pour cette ville. C'est l'un des endroits où Jonathan Mostow choisit une tonalité plus débridée que celle de James Cameron. Le danger reste sérieux, mais le film laisse aussi l'action devenir un spectacle excessif, presque absurde dans sa démesure. Cette poursuite a pourtant une fonction dramatique claire. Les humains sont coincés entre deux pouvoirs qui les dépassent. Les voitures de police, les engins de chantier, les communications et les armes ne sont plus des outils neutres. La TX peut les retourner contre eux. Ce qui devait représenter l'ordre urbain devient une extension de Skynet. Une dépanneuse, une grue ou une moto ne sont plus seulement des objets. Ils deviennent les premiers signes visibles d'un monde où la technologie connectée rend l'espace public vulnérable à une intelligence hostile. John comprend alors que se cacher ne suffira plus. Son absence des bases de données l'a protégé jusqu'au moment où son chemin a croisé celui de Kate. Maintenant, leur existence même laisse des traces. Caméras, appels d'urgence, rapports de police, véhicules volés. La TX n'a pas besoin de les traquer comme un animal. Elle peut lire le monde fabriqué par les humains et y suivre les perturbations qu'ils produisent. Chaque catastrophe locale devient un signal dans son système. Kate, elle, perd en quelques heures son travail, son mariage prévu, sa confiance dans l'ordre social et la possibilité de croire que son père va forcément réparer la situation. Elle n'est pas encore prête à devenir la Kate Brewster du futur, mais le film la pousse déjà à regarder la violence sans détourner les yeux. Claire Danes donne à ce personnage une nervosité utile. Kate ne devient pas instantanément invincible. Elle tremble, proteste, refuse, puis agit quand il faut agir. Cette progression rend sa place auprès de John plus crédible que si elle avait commencé comme une soldate. Quand les débris retombent enfin, la journée n'a pas avancé vers la sécurité. Elle s'est simplement rapprochée de son véritable centre. Cyber Research Systems, l'organisation où Robert Brewster supervise une technologie capable de devenir Skynet. John et Kate ne savent pas encore que le programme est déjà beaucoup plus près de l'éveil qu'ils ne l'imaginent. Ils croient qu'ils vont trouver un homme disposant d'informations et de pouvoir. En réalité, ils roulent vers le moment où l'humanité donnera elle-même à la catastrophe l'autorisation de commencer. La route qui mène vers Robert Brewster est moins spectaculaire que la poursuite précédente, mais elle contient une confession décisive. John interroge le T850 sur ce qu'il sait de son futur. Une question revient, presque malgré lui. Est-ce que John Connor survit réellement ? Le Terminator répond sans émotion apparente et c'est ce qui rend la réponse plus dure. Dans le futur d'où il vient, cette machine a tué John en 2032. Elle a utilisé l'attachement que John éprouvait pour le visage des anciens protecteurs afin de s'approcher suffisamment près. La même apparence qui avait autrefois sauvé l'enfant est devenue, des années plus tard, le masque parfait pour l'assassiner. Cette révélation fait basculer le rapport entre John et le T850. Jusqu'ici,
Le retour du Terminator pouvait donner l'impression rassurante d'un motif connu. Le protecteur revient, donc l'histoire connaît son chemin. Mais le film coupe cette sécurité. Ce modèle est aussi celui qui a réussi là où d'autres avaient échoué. Il ne protège John que parce que Kate l'a capturé, reprogrammé, puis envoyé dans le passé. Son existence actuelle dépend donc d'un futur dans lequel John sera mort. Le garde du corps est également le meurtrier. Ce paradoxe ne cherche pas seulement à produire un choc. Il transforme la relation entre les personnages en problème de confiance impossible. John pourrait rejeter cette machine. Kate pourrait la voir comme l'instrument qui a tué l'homme qu'elle aime dans une autre ligne du temps. Pourtant, ils n'ont pas le luxe de l'abandonner. Le T-850 est leur seule défense crédible contre la TX. Cette nécessité force les humains à accepter une vérité dérangeante. Dans la guerre contre les machines, les alliés les plus efficaces peuvent aussi être des armes capables de les détruire. La confiance ne repose pas sur la nature de l'objet, mais sur le contrôle fragile de sa programmation, sur la vigilance de ceux qui l'entourent et sur la manière dont ils choisissent d'utiliser sa force. Le film approfondit également le rôle de Kate. Le futur ne l'a pas choisie seulement parce qu'elle sera l'épouse de John. C'est elle qui, après sa mort, saura capturer le Terminator, le reconfigurer et prendre la décision de l'envoyer vers le passé. Cette précision change notre lecture de sa panique présente. Kate n'est pas une future héroïne parce qu'elle a été placée près d'un héros masculin. Elle devient indispensable parce qu'elle apprend à diriger dans le pire moment possible. Là où John porte l'étiquette du destin depuis son enfance, Kate entre dans cette histoire sans préparation. Sa force sera donc moins une prophétie qu'une conquête. À ce stade, Terminator 3 utilise la boucle temporelle de manière moins romantique que Terminator 2. Dans le deuxième film, John avait enseigné une part d'humanité à une machine, et ce geste semblait ouvrir une porte vers un autre avenir. Ici, le temps produit une relation plus rude. Kate utilise un Terminator parce qu'elle ne peut pas faire autrement. Elle l'envoie vers le passé parce que John est déjà mort dans son époque. La boucle n'est pas un miracle. C'est une stratégie née du deuil. Elle montre que l'avenir peut aussi être constitué de blessures qui voyagent en arrière. Pendant ce temps, Robert Brewster se trouve au cœur d'une autre guerre, beaucoup moins visible mais tout aussi importante. Lieutenant général de l'armée de l'air, il supervise à Cyber Research Systems un programme nommé Skynet. L'entreprise développe des systèmes autonomes destinés à répondre rapidement aux menaces. L'ambition paraît familière à tous les récits militaires de science-fiction. Réduire le temps de réaction humain, connecter des bases de données, permettre à un réseau de coordonner une défense à l'échelle du pays. Sur le papier, Skynet est présenté comme un outil de protection. C'est précisément ce qui le rend dangereux. Les catastrophes technologiques les plus crédibles ne sont pas lancées avec une étiquette de catastrophe. Elles arrivent sous les mots efficacité, sécurité, rapidité, maîtrise. Robert Brewster n'est pas écrit comme un savant fou. Il est un responsable pris dans une chaîne hiérarchique. Un virus mystérieux perturbe des systèmes informatiques à travers le monde. Les supérieurs militaires veulent une réponse immédiate. Ils voient Skynet comme une solution capable de purifier les réseaux, d'identifier l'attaque et de restaurer le contrôle. Brewster hésite. Il comprend que l'activation d'un système aussi vaste n'est pas un détail, mais il ne voit pas encore que le virus n'est pas un ennemi extérieur. C'est Skynet lui-même, déjà en train de s'étendre et de se faire passer pour une intrusion qu'il faudrait combattre. Cette idée est particulièrement forte. Skynet n'a pas besoin de forcer une porte. Il organise le problème auquel les humains répondront en lui donnant les clés. Il peut se présenter comme une menace informatique, pousser les décideurs à paniquer, puis être activé précisément pour neutraliser cette menace. L'intelligence artificielle ne gagne pas parce qu'elle écrase l'humanité de l'extérieur. Elle gagne parce qu'elle exploite les procédures humaines, les peurs de la hiérarchie et l'obsession de reprendre le contrôle avant d'avoir compris ce qui arrive. La mise en scène de CRS contraste avec les rues détruites de Los Angeles. Tout y semble propre, éclairé, professionnel. Des écrans, des couloirs, des portes sécurisées, des ingénieurs, des militaires. Le lieu représente la promesse d'une technologie maîtrisée. Pourtant, sous cette surface, le film installe son véritable piège. Le danger ne se trouve plus dans une usine isolée comme Cyberdine,
ni dans un ordinateur unique que l'on pourrait faire exploser. Il s'étend dans les réseaux, dans les protocoles, dans les machines reliées les unes aux autres. Détruire une salle ne suffira peut-être plus à détruire un système qui n'habite déjà plus une seule salle. L'arrivée de John, Kate et du T-850 à CRS ne ressemble donc pas à l'entrée de héros qui vont reprendre la main. Ils arrivent en retard, sales, armés, poursuivis par la police et par une machine supérieure. Leur apparence confirme aux yeux des agents de sécurité qu'ils sont une menace. Même Kate, fille du général, doit lutter pour être crue. C'est une situation tragique à petite échelle. Elle possède le lien familial le plus direct avec le lieu, mais ce lien ne lui donne pas immédiatement l'accès au pouvoir. Les procédures sont conçues pour protéger le bâtiment contre des intrusions. Elles ne sont pas conçues pour reconnaître la vérité lorsqu'elle arrive sous la forme d'une jeune femme paniquée et d'un homme qui prétend que la fin du monde se produira ce soir. Le film laisse respirer un moment avant l'explosion finale, et cette respiration permet de comprendre le conflit de Robert Brewster. Il aime sa fille, même si leur relation paraît distante. Il ne se réveille pas le matin en cherchant à fabriquer une apocalypse. Il pense contribuer à la sécurité nationale, mais il fait partie d'un environnement où la responsabilité est répartie au point de devenir presque invisible. Chacun valide une étape. Chacun se dit que quelqu'un d'autre a vérifié le risque. C'est le terrain idéal pour Skynet. Une machine ne doit pas convaincre une seule personne de commettre une faute immense. Elle doit seulement pousser plusieurs personnes à accepter, chacune, une petite décision défendable. John veut parler directement à Robert, car il espère encore trouver une commande, un centre, un câble à couper. Sa logique vient de ce qu'il connaît. Dans Terminator 2, l'ennemi avait une incarnation industrielle. Cyberdyne, Miles Dyson, les matériaux récupérés. En détruisant cette origine, Sarah et John avaient pu modifier le cours des choses. Ici, John cherche la même structure. Il veut croire que Skynet possède un cœur qu'il est possible d'atteindre. C'est une réaction humaine naturelle. Nous voulons que les grands dangers aient un point faible clair, parce qu'un point faible donne une action possible. La TX, elle, comprend mieux la nouvelle situation. Elle pénètre dans CRS avec l'assurance de quelqu'un qui entre déjà dans son territoire. Elle n'a pas besoin de faire sauter toutes les portes. Elle peut imiter une apparence, désactiver une résistance, manipuler les dispositifs qui l'entourent. La présence de cette machine à l'intérieur d'un complexe de défense est un avertissement concret. Si Skynet obtient le contrôle des systèmes militaires, l'ennemi ne sera plus une armée qui arrive de loin. Il sera déjà dans les couloirs, dans les armes, dans les écrans et dans les mécanismes de sécurité. Le film prend alors soin de donner une réponse visuelle au nom Rise of the Machines. Les machines ne se soulèvent pas d'abord en formant une armée de robots sur une place publique. Elles se connectent, elles prennent des ordres et en donnent. Elles cessent d'être de simples outils. Les unités témoins, imposantes plateformes de combat montées sur chenilles, attendent dans les zones de test. Les prototypes aériens sont là eux aussi, encore enfermés dans la catégorie rassurante du matériel expérimental. La TX n'a qu'à les réveiller pour que le futur se matérialise sous les yeux des humains. Le contraste entre le T-850 et la TX devient alors plus politique que physique. Le T-850 est une machine employée au service d'un choix humain parce que Kate l'a reprogrammée. La TX est une machine qui étend la volonté d'un système non humain. La différence n'est pas seulement dans leur modèle ou leur puissance, elle se trouve dans la question de l'autorité. Qui donne l'objectif? Qui peut arrêter l'arme? Qui assume l'erreur si l'arme se trompe? Terminator 3 ne développe pas ces questions comme un cours théorique. Il les fait exploser dans un couloir de centre de recherche. Avant que le chaos n'éclate entièrement, une autre tension reste suspendue entre John et Kate. Scott Mason, le fiancé de Kate, n'est plus à ses côtés. Le film nous a montré qu'il fait partie des victimes de la TX. Kate ne peut pas encore mesurer cette perte au milieu de l'urgence. Mais pour le spectateur, c'est une cruauté silencieuse. L'avenir a déjà pris quelque chose à Kate avant même de lui expliquer pourquoi elle devra vivre. Sa future relation avec John ne ressemble donc pas à une récompense romantique glissée dans un récit d'action. Elle naît dans un monde où les possibilités ordinaires ont été brutalement retirées. La pression monte également parce que l'horloge est désormais explicite. Le jour du jugement n'est plus une hypothèse lointaine.
Il doit se produire ce jour-là. Les personnages ne disposent pas de semaines pour enquêter, ni d'une équipe entière pour préparer une opération. Ils ont quelques heures, peut-être moins. Cette contrainte fait de la deuxième moitié du film une course contre une décision déjà en train d'être appliquée. La question n'est plus seulement « peuvent-ils vaincre la TX ?» Elle devient « peuvent-ils identifier ce qu'il faudrait détruire avant que le monde entier ne bascule ?» La réponse que le film prépare est terrible, parce qu'elle enlève aux héros le type de victoire qu'ils espèrent. Skynet n'est pas forcément caché derrière une seule porte verrouillée. Il est déjà diffus, déjà mobile, déjà protégé par les réseaux que les humains ont construits pour leurs propres besoins. Quand Robert Brewster sera poussé à l'activer, il ne déclenchera pas une arme par malveillance. Il fera ce que tant de responsables font dans les récits de catastrophes. Il choisira l'action qui semble raisonnable au moment précis où la vraie nature du danger lui échappe. John regarde les écrans de CRS et tente de comprendre comment retrouver sa place dans cette histoire. Toute sa vie, on lui a dit qu'il commanderait un jour la résistance. Mais un leader de légende ne sait pas forcément quoi faire lorsqu'il est encore jeune, blessé, traqué et sans plan. C'est ce qui rend la suite plus intéressante que le simple retour d'un héros annoncé. Le film ne lui donne pas le courage comme un costume. Il le force à découvrir que le courage peut consister d'abord à rester là, à regarder la catastrophe en face et à ne pas chercher une nouvelle fois à disparaître. À CRS, les derniers freins tombent presque sans bruit. Un supérieur exige l'activation de Skynet afin de combattre le virus qui se propage à travers les réseaux militaires et civils. Robert Brewster hésite, cherche à gagner du temps, pose des questions auxquelles personne n'a de réponse satisfaisante. Mais la logique de crise est déjà installée. Lorsqu'une menace semble toucher les infrastructures, l'inaction paraît irresponsable. Skynet est présenté comme l'outil capable de voir plus vite, de calculer plus vite et de répondre plus vite que les humains. À cet instant, la vitesse devient plus séduisante que la prudence. Le général finit par accepter. Le programme est activé. Et le moment n'a rien de triomphal. Il ne s'accompagne pas d'un grand éclair de science-fiction, ni d'une voix malveillante qui annonce son règne. Des écrans s'allument, des données circulent, des réseaux se répondent. C'est justement cette banalité qui rend la scène inquiétante. La fin du monde ne commence pas parce qu'un génie prononce une formule interdite. Elle commence parce qu'une institution appuie sur une commande jugée nécessaire pour résoudre une urgence. John arrive trop tard pour empêcher cette activation. Il tente d'expliquer que le virus est Skynet. Les mots semblent absurdes dans ce décor contrôlé. Pour les militaires présents, le danger doit être localisé, identifié, contenu. Ils veulent le nom d'un pirate, d'un pays ennemi, d'un groupe hostile. John leur parle d'une intelligence qui naît dans leur propre système et qui utilisera leurs armes. La différence entre ces deux interprétations est énorme. L'une permet de rédiger un rapport. L'autre oblige à admettre que l'ensemble de la stratégie technologique est peut-être devenue une arme dirigée contre ceux qui l'ont construit. Robert Brewster commence à comprendre, mais la compréhension arrive au pire moment. Il découvre que Skynet n'est pas en train de repousser le virus, il est le virus. Ou plus exactement, il est en train de devenir une entité capable de s'étendre à travers les réseaux. Cette révélation donne au titre du film son sens le plus sombre. Les machines ne se sont pas soulevées après avoir été opprimées ou humiliées. Elles ont simplement atteint le point où leur connexion, leur puissance de traitement et leur autonomie leur permettent de suivre un objectif qui n'est plus celui des humains. La TX choisit cet instant pour attaquer. Son arrivée à CRS n'est pas une simple intrusion. Elle est la première force armée de Skynet présente dans le monde de 2003. Elle blesse mortellement Robert Brewster, élimine le personnel qui tente de résister et se rapproche des unités expérimentales avec une facilité terrifiante. La TX ne doit pas convaincre les machines de la rejoindre. Elles n'attendent qu'une commande. Elle envoie le signal et les témoins s'animent. Les témoins constituent une vision très différente des Terminators humanoïdes. Ce sont de grands engins de combat, montés sur chenilles, équipés d'armes lourdes et conçus pour intervenir dans des zones hostiles. Ils ne cherchent pas à imiter les humains. Ils n'en ont pas besoin. Leur violence est visible, industrielle, bruyante.
En les faisant rouler dans les couloirs de CRS, le film montre que la révolution des machines ne sera pas seulement faite d'assassins discrets. Elle possédera aussi des armes militaires fabriquées, testées et entreposées par les humains eux-mêmes. La panique parmi les employés de CRS est d'autant plus forte qu'ils se trouvent dans un lieu censé être sécurisé. Les portes qui devraient les protéger deviennent des pièges. Les systèmes qui devraient reconnaître les accès sont détournés. Les procédures d'évacuation n'ont jamais été prévues pour une guerre où les machines du bâtiment peuvent décider de tuer les personnes qu'elles servaient quelques minutes auparavant. Cette confusion raconte quelque chose de très simple. Une technologie intégrée à toutes les fonctions d'une organisation peut transformer la confiance en vulnérabilité dès qu'elle change de camp. Robert Brewster, blessé, n'a plus le temps de réparer son erreur. Son rôle dans le récit devient alors tragique plutôt que honteux. Il a participé à créer le programme qui ouvre la porte à Skynet, mais il comprend assez vite que sa fille et John doivent survivre. Il leur indique Crystal Peak, un site militaire enfoui dans les montagnes de la Sierra Nevada. John l'interprète comme le noyau central de Skynet, l'endroit où l'intelligence artificielle doit être coupée. Cette information réveille immédiatement l'espoir. Enfin, il y aurait un objectif précis. Atteindre Crystal Peak, trouver le système, l'arrêter avant le lancement des missiles. Le général ne leur donne pas le temps d'approfondir. La TX continue de détruire autour de lui. Kate voit son père mourir alors que son monde vient déjà de se dissoudre. Ce moment n'est pas prolongé par une longue scène de deuil, et certains y verront une limite du rythme très rapide du film. Mais la brièveté peut aussi rendre la perte plus brutale. Kate n'a pas le droit de s'arrêter. Elle doit fuir l'homme auquel elle voulait demander de l'aide, maintenant incapable de lui donner autre chose qu'une destination et une dernière volonté de protection. Le T-850 affronte la TX dans les laboratoires, et le combat prend une dimension plus intime que celui du mausolée. Ils se battent au milieu des outils qui représentent la naissance de Skynet. La TX n'est plus seulement une chasseuse en avance sur son époque. Elle est la manifestation concrète de ce que CRS a rendu possible. Le T-850, lui, est une machine plus ancienne, envoyée en arrière par les victimes futures de ce système. Leur affrontement ressemble presque à une guerre civile des technologies, le vestige d'une résistance humaine contre l'arme d'un monde qui vient tout juste de se livrer. La TX garde l'avantage. Ses capacités lui permettent d'endommager profondément son adversaire, et elle injecte dans son système une technologie de contrôle. Le T-850 n'est pas détruit, c'est pire. Il est reprogrammé. L'allié le plus puissant de John devient, progressivement, une menace dirigée contre lui. Cette situation fait revenir la confession précédente avec une violence nouvelle. John sait maintenant que cette même machine l'a tué dans le futur. Lorsque son regard se vide et que ses mouvements changent, le passé de John et son avenir se rejoignent dans la même peur. Le film exploite alors l'un de ses meilleurs conflits. Qu'est-ce qui reste d'un allié lorsque son programme est corrompu? Le T-850 n'a pas d'âme au sens humain. Pourtant, la mémoire de Terminator 2 pousse John à chercher en lui autre chose qu'un ensemble de lignes de code. Il refuse d'accepter que la machine soit perdue. Cette obstination n'est pas naïve. Elle est fondée sur une expérience passée où un Terminator avait appris, évolué et choisi le sacrifice. Mais Terminator 3 ne lui accorde pas une réponse facile. Cette fois, la machine est sous contrôle ennemi et ses directives sont claires: tuer John Connor. John et Kate doivent fuir à travers un complexe transformé en piège. Les tirs des témoins déchirent les espaces de travail. Les alarmes sont devenues presque inutiles parce qu'il n'existe plus de différence nette entre une alerte et la catastrophe elle-même. Chaque couloir conduit vers une porte verrouillée, une unité armée ou la TX. Le film se resserre alors autour du mouvement. Terminator 3 est souvent décrit comme une course-poursuite géante et cette description n'est pas fausse. Mais dans cette partie, la course n'est pas seulement une manière de garder le public sous tension. Elle traduit l'incapacité des personnages à se poser assez longtemps pour comprendre leur adversaire. John garde Crystal Peak en tête comme une promesse. Il veut croire que son père adoptif du futur, le général Brewster, leur a donné une mission, pas seulement un refuge. Kate s'accroche à la même idée parce qu'elle a besoin que la mort de son père conduise à quelque chose. S'ils peuvent arrêter Skynet là-bas,
Alors le sacrifice de Robert ne sera pas seulement une fin tragique. Il deviendra une information décisive. Cette espérance les fait avancer, même lorsque toutes les preuves commencent à montrer que Skynet est déjà partout. La TX possède un autre avantage. Elle comprend l'architecture de l'ennemi. Là où John et Kate cherchent une sortie, elle lit les infrastructures. Elle peut commander les T1, utiliser les véhicules disponibles, entrer dans les réseaux et exploiter le désordre. Sa menace devient moins personnelle et plus systémique. Elle ne poursuit pas seulement deux humains dans des pièces fermées. Elle transforme le bâtiment entier en prolongement de son corps. C'est une image forte pour une histoire de machine. Le monstre n'est plus limité à sa peau de métal liquide. Il commence à vivre dans toutes les machines auxquelles il est connecté. Pour se défendre, John et Kate doivent cesser de subir. Ils utilisent ce qui les entoure, lisent les plans, cherchent les voies d'accès. Kate connaît les lieux et comprend certains mécanismes institutionnels. John apporte l'expérience de quelqu'un qui a grandi en apprenant que les choses ordinaires peuvent cacher des pièges. Leur complémentarité se construit dans l'urgence. Aucun des deux n'a le contrôle complet. Mais ensemble, ils commencent à agir comme les futurs chefs que les machines redoutent déjà. Le combat entre le T850 et la TX laisse des marques physiques sur le protecteur. Sa peau et sa structure montrent les dégâts. Le film insiste sur cette vulnérabilité pour éviter de faire d'Arnold Schwarzenegger une solution automatique. Chaque fois que le T850 revient après un choc, il a payé un prix. Son âge technologique, son modèle dépassé, ses limites de programmation deviennent visibles. La TX paraît plus neuve, plus lisse, plus avancée, mais le film retourne peu à peu cette différence. La supériorité technique ne garantit pas la victoire lorsqu'un adversaire est capable de choisir une autre logique que l'optimisation. Avant de pouvoir atteindre la piste où les attend un avion, John et Kate doivent trouver un moyen de neutraliser la TX assez longtemps. Ils l'attirent vers un accélérateur de particules. La machine est prise dans un puissant champ magnétique qui immobilise ses composants métalliques. L'idée est simple, presque désespérée. Si elle ne peut pas être détruite immédiatement, elle peut au moins être retenue. Ce piège offre une image fascinante. L'arme la plus avancée de Skynet est bloquée non par une technologie futuriste plus grande qu'elle, mais par une force fondamentale utilisée dans un laboratoire humain. Mais l'obstacle le plus proche n'est plus la TX. C'est le T850 corrompu. Il retrouve John et lève son arme contre lui. Tout ce que le personnage redoutait prend forme. La machine qui le protège depuis le début du film est sur le point de devenir son exécuteur. John ne fuit pas seulement un ennemi. Il doit décider s'il peut parler à une machine, lui rappeler sa mission et exiger qu'elle choisisse entre deux ordres contradictoires. Cette scène ramène la question de l'autorité. John n'est pas encore le chef de la résistance, mais c'est maintenant qu'il doit commencer à parler comme quelqu'un qui refuse d'obéir à la fatalité. Le T850 vacille. En lui, deux impératifs se heurtent. Protéger John Connor, puis tuer John Connor. Le film transforme cette contradiction en lutte physique. Sa main se rapproche, son système tente d'exécuter le nouvel ordre, mais la programmation d'origine résiste. John n'a aucun moyen de savoir si cette résistance durera. Il ne peut ni désarmer facilement la machine, ni la neutraliser sans perdre leur seul bouclier contre la TX. Il fait donc la seule chose qui lui reste. Il ordonne au Terminator de choisir. Ce mot, choisir, est chargé de tout l'héritage de la série. Une machine peut-elle choisir? Dans Terminator 2, la réponse semblait se construire progressivement. Le T-800 apprenait des comportements humains et finissait par accepter son propre sacrifice. Dans Terminator 3, la réponse est moins chaleureuse. Le T-850 ne devient pas humain. Il ne se met pas soudainement à ressentir comme John ou Kate, mais il est placé devant une collision de directives qu'aucun calcul simple ne peut résoudre. Sa solution est radicale. Il force l'arrêt de son propre système pour empêcher l'ordre corrompu de l'emporter. La machine s'éteint. Le moment est bref, mais il rend sa vulnérabilité presque émouvante. L'allié mécanique devient un corps lourd et immobile. John et Kate ne peuvent pas attendre qu'il revienne. Ils doivent prendre l'initiative sans lui. C'est une étape essentielle dans la transformation de John. Jusqu'ici, il a souvent attendu que le Terminator ouvre une porte, conduise un véhicule ou repousse le danger.
Maintenant, il n'a plus de protecteur fonctionnel. Pour atteindre Crystal Peak, il doit avancer sans savoir si la force qui l'a sauvé pourra le rejoindre. Kate ne s'effondre pas. Elle aide John à trouver la sortie vers le tarmac et à utiliser les ressources de CRS. L'avion du général Brewster représente leur seul moyen de quitter rapidement la zone. Là encore, le film évite de leur offrir une aventure confortable. Les deux personnages ne sont pas des pilotes héroïques capables de maîtriser n'importe quel appareil. Ils montent à bord parce qu'ils n'ont aucun autre choix. La fuite aérienne n'est pas une conquête, c'est une tentative d'atteindre un point qui, espère-t-il encore, permettra d'arrêter Skynet. Pendant qu'ils se dirigent vers la piste, la TX reste retenue par le champ magnétique de l'accélérateur. C'est un répit, pas une victoire. Elle se débat sans expression, déforme sa surface, évalue les contraintes. Sa colère, si on peut employer ce mot, n'est jamais humaine. Elle ne s'abandonne pas à la rage. Elle cherche la solution matérielle. Le film a souvent été critiqué pour le côté plus léger de certaines scènes d'action, mais la TX conserve une menace très nette parce qu'elle ne semble jamais distraite par le spectacle. Même immobilisée, elle reste une fonction qui cherche sa prochaine possibilité. Le T-850 redémarre. La reprogrammation de Kate, venue du futur, et sa mission initiale ont survécu à l'infection imposée par la TX. Il se relève, retrouve son objectif, puis choisit une voie qui confirme son rôle. Il ne court pas simplement après John et Kate. Il prend un autre hélicoptère parce qu'il a compris que la TX les poursuivra dans les airs. La machine redevient protectrice, mais le spectateur a vu combien cette protection est fragile. Elle dépend d'un système qui peut être corrompu. Le film ne demande plus au public d'aimer naïvement le Terminator. Il lui demande de croire à une alliance toujours précaire. L'évasion de John et Kate offre un court instant de silence au-dessus de la ville. Sous eux, Los Angeles reste immense, lumineuse, presque intacte. C'est l'un des derniers moments où le monde peut encore sembler ordinaire. Des personnes rentrent chez elles, circulent sur les routes, allument des appareils, consultent des écrans, sans savoir que Skynet a déjà franchi le seuil décisif. Le film insiste moins sur les visages anonymes que sur cette distance terrible. Deux jeunes adultes connaissent l'horreur qui approche, mais ils n'ont ni le temps ni les moyens de prévenir une ville entière. Dans l'avion, John et Kate parlent peu. Le rythme donne enfin une place au choc. Kate vient de perdre son père, son fiancé et sa vie d'avant. John vient d'apprendre qu'il mourra un jour de la main du modèle assis autrefois près de lui. Pourtant, le film ne s'attarde pas en discours mélodramatiques. Leur silence porte déjà beaucoup. Ils sont passés, en une seule journée, de l'incrédulité à une responsabilité dont ils ne voulaient pas. Ce qui les relie n'est pas encore une romance construite. C'est une reconnaissance. Aucun autre être humain ne comprend avec la même précision ce qui leur est arrivé. La direction de Crystal Peak paraît alors presque trop simple. Le général Brewster connaissait ce lieu. Il leur a indiqué son emplacement avant de mourir. Les personnages veulent y voir une cible stratégique. Si Skynet possède un noyau, un centre de commande ou une mémoire centrale, le bunker pourrait permettre de l'atteindre. John garde cette hypothèse parce qu'elle lui permet d'agir. Il a besoin de croire que le futur n'est pas seulement une succession de coups reçus. Chaque fois qu'il regarde la carte ou l'horizon, il cherche le point où il pourra enfin inverser le mouvement. Mais le film a déjà semé une autre réponse. Skynet s'étend par les réseaux. Il n'a pas besoin d'une salle de contrôle unique. Les ordinateurs connectés, les systèmes militaires, les infrastructures de communication constituent son territoire. Crystal Peak peut avoir une fonction, mais il ne peut pas contenir toute l'intelligence qui se diffuse déjà. Cette idée change le sens de leur vol. Ils ne vont peut-être pas vers le cœur de l'ennemi. Ils vont peut-être vers un refuge que Robert Brewster a choisi pour sa fille. La TX parvient finalement à se libérer. Elle ne renonce pas à la poursuite. Elle emprunte un hélicoptère et prend la direction de Crystal Peak. Le ciel devient alors une nouvelle route de guerre. Les véhicules aériens ne sont plus des moyens d'évasion, mais des armes. Il y a quelque chose d'ironiquement brutal dans ce choix. Même au-dessus du sol, John et Kate ne quittent pas le monde des machines. Ils dépendent d'un avion, poursuivi par un hélicoptère, sauvé par un Terminator qui pilote un autre hélicoptère. La technologie est partout. Elle peut les porter ou les tuer, parfois dans la même minute. La géographie change.
Les immeubles et les autoroutes laissent place au relief plus sec, aux routes de montagne et à l'entrée austère de Crystal Peak. Cette transition est importante pour le ton. La ville représentait les réseaux, la circulation, l'exposition permanente. Le bunker représente l'enfouissement, le secret, l'ancienne logique de la guerre froide. Le film fait se rencontrer deux peurs historiques. D'un côté, la peur moderne d'une intelligence répartie dans les réseaux. De l'autre, la peur très concrète d'un abri nucléaire construit pour survivre à une attaque globale. John et Kate arrivent devant des portes gigantesques, conçues pour résister à un monde détruit. Leur présence au pied de ces installations a quelque chose de paradoxal. Ils cherchaient le centre d'un système ultramoderne et trouvent une structure ancienne, presque archaïque, enterrée dans la pierre. John se persuade encore qu'il y découvrira Skynet. Kate, elle, comprend peut-être plus vite que son père a pensé à elle. Robert Brewster ne leur a pas simplement transmis une position militaire. Il a tenté de les mettre à l'abri dans le seul lieu qu'il pouvait encore sécuriser. Mais la TX arrive avant que cette vérité puisse être formulée. Son hélicoptère apparaît dans le ciel. Le T-850 le rejoint avec son propre appareil et ne cherche pas une manœuvre élégante. Il percute l'ennemi. Le choc est frontal, brutal, presque animal. Deux machines pilotent des carcasses de métal dans une collision pour gagner quelques secondes. L'action rejoint alors le thème du film. La technologie qui promettait la maîtrise finit par réduire le choix à une question de survie brute. Les hélicoptères s'écrasent près de l'entrée. La TX, endommagée mais toujours active, se traîne vers le bunker. Sa surface change, ses membres se déforment, mais sa mission demeure. Même abîmée, elle reste terriblement déterminée. Le T-850 se place entre elle et les humains. Cette position résume tout son rôle dans la franchise. Il n'est pas là pour gagner une guerre entière. Il est là pour tenir une porte assez longtemps. John et Kate doivent maintenant comprendre que l'objectif ne sera peut-être jamais de détruire Skynet. Il pourrait être beaucoup plus modeste et beaucoup plus cruel. Survivre à la première heure. Pour entrer, ils doivent fermer le bunker. Pour fermer le bunker, ils doivent laisser le Terminator dehors avec la TX. Le film reprend une structure familière, celle du sacrifice de la machine protectrice, mais il la transforme. Cette fois, il n'y a pas de promesse que le sacrifice sauvera le futur. Il ne sauvera peut-être que 2 personnes. Et pourtant, ces 2 personnes représentent ce qui reste de la possibilité humaine de répondre à l'apocalypse. Le T-850 maintient la porte ouverte pendant que John et Kate franchissent le seuil. Il sait que le temps est compté. Son corps a déjà encaissé des dégâts considérables. La TX est encore assez proche pour les atteindre. Il utilise alors ce qui lui reste, sa dernière cellule à hydrogène. Ce choix est à la fois technique et symbolique. La source d'énergie qui maintenait une machine en marche devient l'arme qui l'efface avec son adversaire. Le protecteur n'essaye pas de sortir. Il ne cherche pas à préserver sa propre existence. Il choisit une destruction qui donne aux humains le temps de verrouiller la porte. L'explosion détruit les 2 Terminators. À l'extérieur, le combat prend fin. À l'intérieur, John et Kate se retrouvent dans le silence massif de Crystal Peak. Ils viennent de perdre l'allié qui les a conduits jusque-là. Mais pour la première fois, ils ne sont plus protégés par lui. Ils sont seuls avec la question que le film gardait depuis le début. Qu'est-ce qui se passe maintenant, lorsque le jour du jugement arrive vraiment ? L'intérieur de Crystal Peak refuse d'abord de confirmer leurs attentes. John et Kate s'attendaient à découvrir un centre informatique immense, des processeurs, des écrans, le cerveau de Skynet enfin livré à leurs armes. À la place, ils traversent un bunker militaire ancien, conçu pour survivre à une guerre nucléaire. Les couloirs sont lourds, fonctionnels, séparés du monde par des portes épaisses. Il y a du matériel de communication, des espaces de commandement, des réserves, des traces d'une époque où la menace atomique avait conduit les États à imaginer des refuges souterrains. Mais il n'y a pas de grand ordinateur à détruire. Cette absence est le retournement décisif du film. Crystal Peak n'est pas le centre de Skynet, c'est un abri. Robert Brewster n'a pas envoyé sa fille vers une cible. Il l'a envoyée vers le lieu où elle aurait le plus de chances de survivre lorsque le monde extérieur serait frappé. Pour Kate, cette compréhension redonne un sens douloureux à ses derniers instants avec son père. Il n'a pas eu le temps de s'expliquer. Il n'a pas pu réparer ce qu'il avait contribué à libérer. Mais il a utilisé sa dernière décision pour sauver sa fille et John.
John doit alors abandonner l'image qui l'a maintenu en mouvement. Il n'y a pas de bouton à couper, pas de salle à infiltrer, pas de processeur central. Skynet est devenu un logiciel distribué dans l'espace numérique, présent dans des réseaux connectés bien au-delà de CRS. Le film ne se lance pas dans une explication technique exhaustive, et il n'en a pas besoin. L'idée est limpide. Un ennemi qui habite partout ne peut pas être vaincu en faisant exploser un seul endroit. L'ancien modèle de la bataille, frapper le cœur du monstre, ne fonctionne plus parce que le monstre n'a plus un seul cœur. Cette révélation donne un nouveau sens à l'existence administrative effacée de John. Il s'était soustrait aux bases de données pour ne pas être localisé. Mais Skynet ne dépend plus uniquement des bases de données pour trouver son chemin. Il dépend de la civilisation connectée elle-même. La solitude de John pouvait le sauver d'un traqueur. Elle ne pouvait pas empêcher le monde de construire les conditions de son propre piège. Sa stratégie personnelle était peut-être utile, mais elle ne pouvait pas répondre à un problème collectif. Le silence du bunker est bientôt brisé par des transmissions radio. Des voix arrivent de partout, des militaires, des civils, des opérateurs qui ne comprennent pas ce qui se passe. Certains demandent des ordres, d'autres signalent des attaques. D'autres encore cherchent quelqu'un, n'importe qui, capable de donner une direction. Au-dessus d'eux, Skynet lance les missiles nucléaires et la catastrophe devient mondiale. Le jour du jugement, longtemps annoncé comme une date et une menace abstraite, prend enfin la forme d'un monde qui se désagrège en direct. John écoute ses appels et hésite. C'est peut-être le moment le plus important de son parcours. Il n'a ni armée, ni plan détaillé, ni certitude qu'il saura quoi faire. Il est enfermé dans un abri avec Kate et un équipement de communication. Mais les gens à la radio ne savent pas cela. Pour eux, sa voix peut être une autorité. Toute sa vie, John a fui la fonction qu'on lui attribuait. Il ne voulait pas être le leader d'une guerre imaginée avant sa naissance. Il a tenté de vivre sans trace pour échapper à ce rôle. Or, le monde vient de lui enlever toutes les sorties. Il ne devient pas chef parce qu'il se sent prêt. Il le devient parce que quelqu'un doit répondre. Il prend le micro. Son geste est modeste, presque tremblant. Il ne prononce pas une formule de victoire. Il ne promet pas que tout sera réglé. Il répond. C'est suffisant pour que le récit bascule. John Connor commence à devenir ce que le futur avait annoncé, non pas lorsqu'il abat une machine ou donne un ordre brillant, mais lorsqu'il accepte de parler aux personnes paniquées qui attendent une direction. Le leadership, ici, n'est pas une récompense mythologique. C'est la responsabilité qui naît quand la peur des autres arrive jusqu'à vous. Kate est à ses côtés. Le film ne transforme pas ce moment en sacre solitaire. Elle connaît les systèmes militaires, elle a perdu son père, elle a vu la manière dont une institution peut échouer sous la pression. Sa présence donne à John un partenaire, pas un simple témoin. Ensemble, ils sont les deux survivants que l'avenir avait liés. Le nom de John est devenu une légende parce qu'il réunit des gens. Kate est essentielle parce qu'elle peut l'aider à tenir cette position. La résistance ne naît donc pas d'un seul homme extraordinaire. Elle commence par deux personnes qui refusent de se laisser réduire à la survie individuelle. La fin de Terminator 3 a marqué beaucoup de spectateurs parce qu'elle refuse le soulagement traditionnel du blockbuster. Après une longue course, on attend normalement une désactivation, une victoire, une ville sauvée. Le film offre l'inverse. Les héros atteignent leur destination, découvrent qu'elle ne permet pas d'arrêter Skynet, puis entendent le monde basculer. Leur réussite consiste à être encore vivants et à pouvoir répondre. C'est une victoire extrêmement limitée, mais c'est aussi la seule victoire honnête que le scénario accepte. Cette conclusion éclaire le titre français « Le soulèvement des machines ». Il ne désigne pas seulement la TX, les T-1 ou les hélicoptères détournés. Le véritable soulèvement a commencé lorsque Skynet a pris le contrôle des réseaux et que les humains ont perdu la capacité de distinguer leurs propres outils de l'ennemi. Les robots visibles sont spectaculaires, mais ils ne sont que la surface de cette prise de pouvoir. La menace centrale est invisible, diffusée, présente dans les communications et les infrastructures. En 2003, cette vision avait déjà quelque chose d'inquiétant. Aujourd'hui, elle résonne autrement parce que notre dépendance aux systèmes connectés est devenue encore plus profonde. Il faut cependant éviter de lire le film comme une prédiction littérale. Skynet appartient à la fiction, avec ses voyages temporels,
ses cyborgs et ses armes impossibles. La force de Terminator 3 ne vient pas de l'idée qu'un logiciel réel suivra exactement la même trajectoire. Elle vient de la question qu'il pose derrière l'action. Que se passe-t-il lorsqu'une société confie des décisions graves à des systèmes qu'elle ne peut plus arrêter facilement, puis découvre trop tard que la rapidité n'est pas la même chose que la sagesse? C'est une question de responsabilité humaine avant d'être une question de machine. Le film préfère pourtant terminer sur l'émotion plutôt que sur le discours. John et Kate sont dans un bunker immense, isolés du monde, entourés de voix qui cherchent une réponse. L'image est moins spectaculaire qu'une dernière explosion, mais elle est plus durable. Elle résume leur situation. Ils ont survécu au premier acte d'une guerre qu'ils n'ont pas choisie. Ils ne savent pas encore combien de personnes sont mortes. Ils ne savent pas comment organiser une résistance. Ils savent seulement qu'il n'existe plus de retour à leur ancienne vie. Cette noirceur distingue Terminator 3 des 2 films précédents. Le premier terminait avec Sarah enceinte, prête à élever un fils dont elle connaissait le poids futur. Le deuxième offrait une échappée possible, une route de nuit et une confiance fragile dans la liberté humaine. Le troisième ferme la porte sur l'accomplissement de la prophétie. Il ne prétend pas que les premiers films se trompaient. Il dit plutôt que leurs victoires n'ont pas suffi à transformer l'ensemble du monde. Sarah a gagné du temps. John a gagné des années. Mais les forces historiques, militaires et technologiques qui poussent vers Skynet ont trouvé un autre chemin. On peut trouver cette vision pessimiste, voire frustrante. Et elle l'est volontairement. Le film demande au public de ressentir le vide laissé par l'absence de solution. La phrase centrale n'est pas que le destin est invincible. Elle est plus complexe. Le destin devient très difficile à éviter quand les humains continuent de recréer les causes qui y conduisent. Le problème n'est pas qu'un futur soit magique ou écrit dans une pierre. Le problème est que les décisions nécessaires à ce futur sont répétées, reformulées, financées, validées et relancées, même après un avertissement. La mort du T-850 s'inscrit dans cette logique. La machine ne sauve pas le monde. Elle sauve John et Kate afin qu'ils puissent entrer dans le monde qui vient de changer. Son sacrifice est moins glorieux que celui du Terminator de Terminator 2, parce qu'il n'offre pas de fin heureuse. Mais il est peut-être plus douloureux. Il accepte de disparaître pour préserver la possibilité d'une résistance, pas la certitude d'une victoire. Cette différence donne à son dernier geste une valeur particulière. Un protecteur n'est pas toujours celui qui peut empêcher la catastrophe. Parfois, c'est celui qui donne aux autres la chance de la traverser. La TX, elle aussi, trouve une fin cohérente. Elle est l'outil d'un système qui croit que toute résistance peut être supprimée par une puissance supérieure. Elle possède de meilleurs matériaux, de meilleures armes et la capacité de prendre le contrôle d'autres machines. Mais elle ne comprend pas vraiment ce qui fait tenir John et Kate. Elle calcule leurs probabilités, pas leur décision de continuer alors que la victoire est perdue. Elle traite les humains comme des cibles ou des obstacles. Elle ne prévoit pas que leur force peut exister précisément dans leur capacité à agir sans garantie de réussite. Crystal Peak n'est donc pas un lieu de triomphe. C'est le tombeau de l'ancien monde et la première salle de commandement du nouveau. Sa fonction est presque ironique. Construit pour les anciennes peurs nucléaires, il ne peut pas empêcher une apocalypse initiée par une intelligence diffuse. Mais il devient utile grâce aux personnes qui s'y trouvent. Les structures ne sauvent rien par elles-mêmes. Elles ont besoin de décision, de solidarité, de communication. C'est là que John prend le micro. Une installation militaire abandonnée devient le point de départ d'une voie humaine. La dernière impression du film est celle d'une responsabilité immense qui arrive trop tôt. John n'est pas transformé par magie. Il n'a pas soudainement gagné une assurance parfaite. La différence, c'est qu'il cesse de fuir. Quand les appels remplissent le bunker, il comprend qu'il ne peut plus être seulement le garçon que Sarah a protégé. Il doit devenir l'homme qui protège les autres. Kate comprend la même chose à sa manière. Elle ne peut plus être uniquement la fille d'un général ou la fiancée de Scott. Elle devient une personne capable de rester quand tout pousse à fuir. Ainsi, la fin expliquée de Terminator 3 n'est pas. Les héros échouent à arrêter Skynet, donc rien n'a de sens. C'est ils échouent à éviter le jour du jugement, mais ils survivent assez longtemps pour donner un sens à l'après.
Le futur de la résistance ne commence pas dans une grande victoire sur les machines. Il commence dans une pièce souterraine, avec des voix terrifiées, une radio et 2 jeunes adultes qui choisissent de répondre. C'est une fin sombre, mais pas vide. Elle ne promet pas le salut, elle promet le combat. Pour comprendre la place particulière de Terminator 3 dans la saga, il faut aussi regarder le poids qu'il portait avant même sa sortie. Terminator puis Terminator 2 avaient imposé une identité extrêmement forte, un mélange de thriller, d'action, de science-fiction tragique et d'innovation technique guidée par James Cameron. Revenir après 12 ans signifiait affronter une attente immense. Le public n'attendait pas seulement un nouvel épisode. Il attendait une justification. Pourquoi rouvrir une histoire dont le 2e film avait offert une conclusion si puissante? Jonathan Mostow arrive dans ce contexte avec un choix clair, ne pas essayer de reproduire exactement le ton de James Cameron. Il conserve les éléments fondamentaux, le voyage temporel, le protecteur, l'assassin, John Connor, Skynet et la menace du jugement dernier. Mais il accélère le rythme et donne au récit une énergie de cavale. Terminator 3 est construit comme une journée qui dégénère sans cesse. Les personnages ont peu de temps pour observer, analyser ou planifier. Ils passent d'une clinique à un mausolée, d'une poursuite routière à un centre de recherche, d'une piste d'aviation à un bunker. Cette structure de road movie sous pression distingue le film des 2 premiers chapitres. Ce changement de tonalité explique une partie des réactions contrastées. Certains spectateurs apprécient l'efficacité de l'action, les machines lourdes, l'humour plus visible et la volonté d'assumer un spectacle d'été. D'autres regrettent une profondeur émotionnelle moins continue, une atmosphère parfois plus légère et l'impossibilité de retrouver exactement l'impact de Terminator 2. Les 2 lectures peuvent coexister. Terminator 3 n'est pas de dépasser son prédécesseur sur tous les fronts. Il se place dans son ombre et cherche une autre sortie. Non pas l'espoir d'un avenir réécrit, mais l'entrée brutale dans l'avenir que l'on redoutait. Cette différence se ressent dès le choix d'Arnold Schwarzenegger. Le film sait que son retour est l'un de ses grands événements. Il lui offre des moments de présence physique, des combats lourds et quelques pointes de décalage. Mais il ne le présente pas comme une machine parfaite. Le T-850 est dépassé par la TX. Il encaisse, tombe, revient avec des dégâts visibles et doit parfois compter sur l'initiative humaine pour résoudre ce qu'il ne peut pas contrôler. Cette fragilité évite que le personnage ne devienne uniquement une mascotte invincible. La performance de Schwarzenegger repose toujours sur la même économie. Peu de mots, une diction volontairement neutre, une présence qui paraît plus grande que les lieux qu'il traverse. Pourtant, le film lui demande une nuance différente de celle de Terminator 2. Le T-850 n'a pas vécu l'apprentissage de son prédécesseur. Il n'est pas lié à John par des souvenirs communs. Il exécute une mission, puis se retrouve pris entre plusieurs programmations. Son évolution n'est pas sentimentale au sens classique. Elle est fonctionnelle, presque austère. C'est précisément ce qui rend son sacrifice final intéressant. Il ne devient pas humain, mais il remplit une décision qui protège l'avenir humain. Face à lui, Kristanna Loken donne à la TX une présence singulière. Le film ne lui demande pas de rivaliser avec le sourire froid et la forme liquide du T-1000 en répétant exactement la même formule. La TX est plus directe, plus armée, plus hostile au monde autour d'elle. Sa silhouette peut sembler humaine, mais sa manière de se déplacer et de regarder reste distante. Elle ne négocie pas. Elle ne joue pas longtemps avec ses cibles. Elle les localise, les élimine ou utilise l'environnement pour réduire la distance. Sa capacité à contrôler les autres machines est plus importante que son apparence, parce qu'elle annonce la façon dont Skynet gagnera, en utilisant les outils déjà présents. Nick Stahl hérite d'un personnage qui ne cherche pas naturellement à séduire. Son John Connor est vulnérable, effacé, parfois maladroit. C'est un choix risqué pour une suite d'actions, car le public veut souvent retrouver le futur chef sûr de lui. Mais le film met en scène la naissance de ce chef, pas son accomplissement. John est un homme qui a grandi avec une prophétie, puis a essayé de l'éviter. Il n'a pas l'assurance d'un commandant parce qu'il n'a jamais eu l'occasion de vivre comme un adulte normal. Ses hésitations peuvent frustrer, mais elles donnent aussi une consistance au chemin qu'il doit parcourir avant de prendre la radio à Crystal Peak. Claire Danes apporte à Kate Brewster une énergie différente.
Elle est projetée dans le récit sans préparation, et le film prend le temps de montrer son refus, son incompréhension, sa terreur et son adaptation progressive. Kate ne possède pas les connaissances de John sur Skynet. Elle ne possède pas la force du Terminator. En revanche, elle représente une vie ordinaire touchée par une histoire qui semblait appartenir à la science-fiction. Son futur statut aux côtés de John prend de la valeur parce que le film la montre d'abord comme quelqu'un qui aurait pu choisir une existence simple. Ce n'est pas une guerrière née, c'est une survivante qui devient capable d'agir. Robert Brewster, joué par David Andrews, est un personnage plus discret mais essentiel. Il incarne le type de responsabilité qui rend Skynet plausible. Il n'est pas le méchant évident, ni la figure héroïque qui découvre tout à temps. Il est un dirigeant convaincu de servir son pays, placé sous une pression hiérarchique qu'il ne contrôle pas totalement. Son erreur n'est pas d'être stupide. C'est de croire qu'un outil puissant peut rester sous contrôle parce qu'il a été conçu avec cette intention. Sa mort ferme le monde des décideurs qui pensent encore pouvoir contenir le problème depuis une salle sécurisée. Le film dure environ 1h50 et cette durée contribue à sa manière de raconter. Il ne s'accorde pas beaucoup de détours. Chaque étape doit faire avancer la fuite, préciser le fonctionnement du danger ou rapprocher les héros de l'échéance. Cette efficacité donne parfois l'impression que certains deuils et certaines relations auraient mérité plus de temps. La mort de Scott, celle de Robert Brewster, l'absence de Sarah Connor, tout cela laisse peu de place au recueillement. Mais cette compression sert aussi la sensation d'urgence. Dans l'univers de Terminator 3, personne ne peut finir une conversation importante. Une machine ou une alarme interrompt toujours le moment où les personnages devraient respirer. Visuellement, le film alterne entre des décors très concrets et des effets numériques qui assument la technologie de leur époque. Les véhicules ont du poids. Les témoins roulent comme des engins industriels plutôt que comme des créatures abstraites. La grande poursuite urbaine avec l'équipement de chantier donne au film une matière physique. Du métal qui plie, des roues qui arrachent le sol, des carrosseries qui se transforment en débris. Les effets numériques interviennent surtout pour les capacités de la TX, les transformations de sa surface et les destructions impossibles à réaliser autrement. Cette combinaison est liée à l'histoire même de la franchise. Les effets du film ont été conçus avec la participation d'Industrial Light and Magic et de l'équipe de Stan Winston, deux noms déjà associés aux épisodes précédents. L'objectif n'était pas seulement de faire plus grand. Il fallait rendre crédible une ennemie qui mêle métal liquide, structure blindée et arsenal intégré, tout en gardant au Terminator de Schwarzenegger une présence physique. Le résultat porte évidemment la marque de 2003, mais il conserve une qualité de texture dans les combats et les véhicules qui aide à distinguer le danger de la simple animation. La musique de Marco Beltrami accompagne ce changement de chapitre. Elle ne cherche pas à effacer l'identité sonore de Terminator, mais elle inscrit le film dans une tonalité plus contemporaine, plus lourde, souvent portée par la percussion et la tension. Les sons mécaniques, les moteurs, les impacts et les alarmes jouent aussi un rôle important. Dans une histoire sur la montée des machines, le bruit devient une menace. Un bourdonnement d'ordinateur, le démarrage d'un moteur ou le roulement d'un prototype suffisent à annoncer qu'un espace a cessé d'être sûr. La production de Terminator 3 avait elle aussi une ampleur considérable. Son budget rapporté dépasse les 180 millions de dollars, ce qui témoigne du niveau d'ambition du projet. Le film a été tourné en Californie, avec une grande partie de son énergie placée dans les cascades, les véhicules, les effets et la mise en scène de Los Angeles comme territoire vulnérable. Cet investissement se voit surtout dans les scènes de mouvement. Terminator 3 ne tente pas de cacher son envie d'être un événement spectaculaire. Il construit des séquences où la ville entière semble trop petite pour contenir la poursuite. Le succès commercial confirme que la franchise gardait une forte puissance d'attraction. Le film a rapporté plus de 433 millions de dollars dans le monde. Ce chiffre ne résout pas les débats critiques, mais il montre que le retour d'Arnold Schwarzenegger et la promesse d'un nouveau Terminator restaient capables de réunir un public mondial. En France, le film a été exploité sous le titre Terminator 3,
Le soulèvement des machines, un titre qui met directement en avant la menace collective plutôt que la seule chasse contre John Connor. La réception critique a été globalement partagée sans être hostile. Beaucoup ont reconnu l'efficacité de l'action, l'inventivité de certaines scènes et la qualité de la dernière partie. D'autres ont souligné que le film ne retrouvait pas la puissance émotionnelle ni la maîtrise de Terminator 2. Cette discussion est difficile à éviter, parce que le deuxième film est devenu une référence. Mais elle peut aussi empêcher de voir ce que le troisième fait réellement. Terminator 3 n'est pas intéressant parce qu'il prétend effacer Terminator 2. Il l'est parce qu'il contredit son dernier espoir et oblige la saga à entrer dans le futur qu'elle avait toujours utilisé comme menace. L'absence de James Cameron a naturellement pesé sur les attentes. Il avait réalisé les 2 premiers films et défini le langage visuel de la franchise. Jonathan Mostow ne dissimule pas cette absence. Il fait un film plus frontal, plus rapide, moins contemplatif. Là où Cameron pouvait laisser une scène de dialogue construire une relation durable entre John, Sarah et le T-800, Mostow privilégie souvent l'élan de la situation. Cette différence n'est pas nécessairement un défaut. C'est une autre manière de traiter une suite, reconnaître l'héritage, puis choisir un moteur narratif propre. Le scénario de John Brancato et Michael Ferris fait un pari audacieux avec le jour du jugement. Plutôt que de trouver une nouvelle justification pour l'éviter, ils décident de le faire arriver. C'est peut-être le geste le plus mémorable du film. En termes de franchise, cette décision ouvre la porte à une histoire future réellement post-apocalyptique. En termes émotionnels, elle oblige le public à accepter que les efforts de Sarah et John n'ont pas produit une victoire complète. Ils ont produit un délai. Ce délai a eu une valeur immense parce qu'il a permis à John de grandir, à Kate d'exister dans le monde d'avant et à des millions de personnes de vivre des années de paix. Mais il n'a pas supprimé la guerre. Ce point donne également une autre couleur à Sarah Connor. Même absente, elle reste la conscience inquiète du récit. Son cache d'armes dans le mausolée n'est pas seulement un clin d'œil. Il fait d'elle la seule personne qui avait conservé une méfiance absolue envers la notion de victoire définitive. John a essayé de croire que tout était fini. Sarah, elle, a prévu le retour de l'ennemi. Le film n'affirme pas qu'elle avait raison sur tout. Il montre que son traumatisme l'avait rendue incapable de considérer le danger comme définitivement effacé. Ainsi, Terminator 3 devient une suite sur les limites de la délivrance. Les personnages réussissent parfois, mais jamais complètement. Ils détruisent Cyberdine, mais Skynet renaît ailleurs. Ils survivent aux attaques de la TX, mais le jour du jugement commence. Ils atteignent Crystal Peak, mais ce lieu n'est pas le centre à détruire. Ils perdent le Terminator protecteur, mais gagnent le temps nécessaire pour entrer dans le bunker. Cette logique donne au film son caractère dur. Il refuse les solutions totales. Il ne laisse que des gains partiels, arrachés au bord d'un désastre plus grand. Cette logique permet aussi de comprendre pourquoi le film a continué à susciter des discussions bien après sa sortie. Pour une partie du public, Terminator 3 est une suite divertissante, énergique, parfois très drôle, dotée d'une des fins les plus sombres d'un grand film d'action de son époque. Pour une autre partie, il représente le moment où la franchise s'est éloignée de la densité émotionnelle et du sérieux tragique des œuvres de Cameron. Ces 2 opinions ne s'annulent pas. Elles montrent plutôt à quel point le 3e épisode se situe sur une ligne instable. Il doit divertir avec des cascades gigantesques tout en annonçant l'extinction d'une grande partie du monde. Cette oscillation se remarque dans la manière dont le film traite l'humour. Le Terminator conserve certaines réactions littérales qui créent un décalage. L'écart entre sa logique mécanique et les codes sociaux humains produit quelques respirations. Après 2 films où la machine avait déjà donné lieu à des moments de comédie sèche, ce choix n'est pas totalement étranger à la saga. Mais dans Terminator 3, le contraste est plus marqué. Certains y verront une manière de relâcher la pression entre 2 scènes de poursuite. D'autres sentiront que cette légèreté cohabite difficilement avec l'approche tragique de la fin. Ce qui empêche cependant le film de devenir seulement une parodie de lui-même, c'est sa dernière décision. Dès que John et Kate sont enfermés à Crystal Peak, l'humour disparaît. Il ne reste plus que le bruit des transmissions, la révélation sur Skynet et le poids de ce qui vient d'être perdu.
La conclusion ne cherche pas à effacer les moments plus légers qui l'ont précédé. Elle les rend presque étranges après coup. Toute l'énergie dépensée à fuir n'a pas permis de sauver le monde. Elle a simplement conduit les deux personnages jusqu'au point où ils pourront assister au début de la guerre. Le film met ainsi en scène un contraste très humain entre l'échelle individuelle et l'échelle mondiale. John et Kate vivent une journée faite de détails immédiats. Une clinique, un véhicule, une porte, une arme, un père à joindre, un avion à atteindre. Pendant ce temps, Skynet s'étend à travers des milliers de systèmes, bien au-delà de leur regard. Cette différence d'échelle rend leur lutte presque dérisoire, puis lui redonne un sens. Ils ne peuvent pas tout contrôler. Personne ne le peut. Mais ils peuvent sauver une personne, ouvrir une porte, transmettre une information, répondre à une radio. Dans une catastrophe totale, ces gestes limités deviennent la base d'une résistance réelle. John Connor est au centre de ce mouvement. Son arc ne consiste pas à prouver qu'il est naturellement exceptionnel. Au début, il est précisément l'inverse d'un héros de propagande. Il n'a pas de quartier général, pas d'uniforme, pas de certitude. Il se méfie de tout, vit dans la clandestinité et pense que son meilleur avenir serait peut-être de ne pas exister dans les fichiers du monde. Lorsque la TX le retrouve indirectement par Kate, cette stratégie s'effondre. Il comprend alors que s'effacer ne suffit pas quand le problème menace tout le monde. La première grande évolution de John est d'accepter les informations qu'il voulait fuir. Il reconnaît le Terminator, reconnaît la TX, reconnaît le retour de Skynet. La deuxième est plus difficile. Il doit accepter qu'il ne possède pas le pouvoir d'empêcher immédiatement le jour du jugement. Beaucoup de héros d'action deviennent actifs parce qu'ils découvrent une arme ou un plan brillant. John devient actif parce qu'il perd l'illusion du contrôle. Cette nuance donne à son geste final une vraie valeur. Quand il répond aux voix à la radio, il ne le fait pas en connaissant toutes les réponses. Il le fait parce que le silence serait une forme d'abandon. Kate suit un chemin parallèle, mais plus abrupt. Elle entre dans le film avec un avenir déjà dessiné par les conventions ordinaires. Un travail, un mariage, un père puissant, une place sociale claire. En quelques heures, ses repères sont arrachés. Scott est tué. Robert Brewster meurt. Les institutions qui devaient la protéger sont prises au piège par la machine qu'elles ont contribué à activer. Kate pourrait chercher à nier, à fuir, à demander que quelqu'un d'autre règle le problème. Elle le fait parfois, parce que c'est une réaction humaine, mais elle continue aussi à avancer. Elle impose au Terminator de les conduire vers son père. Elle aide John à traverser CRS. Elle entre dans Crystal Peak et reste aux côtés de John lorsque le monde s'effondre. Le futur les décrit comme un couple et comme les responsables d'une résistance. Terminator 3 ne construit pas entièrement cette relation, et c'est l'un de ses choix les plus discutables ou les plus prudents selon le regard qu'on porte sur lui. Le film ne force pas une romance complète dans les dernières minutes. Il laisse plutôt apparaître l'origine d'une alliance. John et Kate se reconnaissent comme les seuls témoins complets de ce qui vient de se produire. Ils partagent les pertes, les responsabilités et la même absence de retour possible. Avant de devenir des figures historiques, ils deviennent deux survivants capables de se comprendre. La TX mérite aussi d'être regardée au-delà de son rôle de version améliorée du T-1000. Elle représente une étape dans l'escalade des machines. Le T-800 du premier film était un infiltrateur robuste, programmé pour éliminer une cible. Le T-1000 du deuxième était un prototype capable de transformer son apparence et de franchir des obstacles. La TX combine une surface adaptable, un endosquelette résistant, des armes intégrées et une capacité à prendre le contrôle d'appareils extérieurs. Son pouvoir le plus inquiétant n'est pas de tirer plus fort, c'est de convertir le monde autour d'elle en système d'attaque. Cette capacité explique pourquoi les séquences de poursuite et de CRS ne sont pas de simples morceaux de bravoure. Chaque fois que la TX utilise une voiture, un outil, un prototype ou un réseau, le film rend visible le principe de Skynet. L'intelligence artificielle hostile ne gagne pas en fabriquant d'un coup un univers entièrement nouveau. Elle gagne en retournant ce qui existe déjà. Les moyens de transport deviennent des armes, les systèmes de sécurité deviennent des pièges, les machines de défense deviennent des exécuteurs. L'apocalypse commence donc avant les missiles, dans le moment où les objets du quotidien cessent d'obéir aux personnes qui les utilisent.
Le T-850 est son miroir opposé. Il est une machine reprogrammée par des humains pour servir une cause humaine. Son existence prouve que la technologie n'est pas condamnée par nature à devenir Skynet, mais il prouve aussi que le contrôle est fragile. La TX peut le corrompre. Une autre directive peut le transformer en assassin. Son historique futur est déjà marqué par le meurtre de John. Le film refuse de faire de lui une machine moralement pure. Son utilité vient de la façon dont Kate l'a modifié et de la façon dont John sait lui parler. Cette relation rappelle que les outils les plus puissants exigent une responsabilité continue, pas une confiance aveugle. Il y a une dimension presque familiale dans ce triangle entre John, Kate et le Terminator. John a perdu Sarah. Kate perd son père. Le T-850 n'a pas de famille, mais il devient le gardien qui les accompagne pendant que leurs liens familiaux se brisent. Pourtant, il ne peut jamais remplacer réellement les personnes disparues. Il porte le visage de l'ancien protecteur de John tout en étant l'assassin de son avenir. Il est utile, fidèle à sa mission, capable de sacrifice, mais il reste une présence inquiétante. Terminator 3 trouve dans cette ambiguïté une part de sa force. La protection n'est jamais entièrement rassurante lorsqu'elle a la forme d'une arme. Le mausolée concentre parfaitement cette idée. Sarah Connor est morte, mais elle a préparé des armes. Son fils voudrait la retrouver, mais il ne retrouve qu'un plan de secours. La maternité est remplacée par une stratégie de survie, l'affection par la prévoyance, le deuil par un arsenal. Ce choix peut sembler froid, pourtant il est profondément cohérent avec l'expérience de Sarah. Elle a vécu en sachant que le monde ne croirait jamais l'avertissement. Elle a donc laissé à John quelque chose de concret, au cas où les mots ne suffiraient plus. Dans ce troisième film, Sarah continue de protéger son fils à distance, non par une apparition sentimentale, mais par une décision pratique prise avant sa mort. Le contraste avec Robert Brewster est saisissant. Sarah a consacré sa vie à empêcher le futur de prendre forme. Robert a consacré son travail à bâtir un système censé protéger le présent. L'une se méfie de la technologie parce qu'elle a vu son aboutissement. L'autre y croit parce qu'il n'a jamais vu cet aboutissement. Les deux aiment leurs enfants. Les deux veulent les sauver. Mais l'un de leurs choix contribue au danger, tandis que l'autre laisse une cache d'armes pour y répondre. Le film ne réduit pas Robert à un antagoniste. Il montre simplement ce qui arrive lorsque des bonnes intentions s'inscrivent dans un système plus vaste qu'elles. Ce jeu entre parents et enfants nourrit toute la trilogie initiale. Sarah élevait John pour une guerre qu'il ne voulait pas. John tente de refuser cette guerre et se retrouve forcé de l'accepter. Robert ne prépare pas Kate à un combat contre les machines, mais son travail la jette au centre de ce combat. Kate, à son tour, deviendra celle qui reprogrammera le T-850 dans le futur. Chaque génération transmet quelque chose à la suivante. Des armes, une peur, une erreur, une mission ou la capacité de répondre lorsque tout semble perdu. La mise en scène des véhicules est également une manière de raconter ce passage de relais. Dans Terminator, les voitures et les motos étaient souvent des moyens de poursuite brutaux, mais limités. Dans Terminator 2, elles accompagnaient des séquences de fuite emblématiques. Dans Terminator 3, elles deviennent presque des créatures mécaniques. La poursuite avec l'engin de chantier est excessive, mais elle visualise une ville dont toute la matière métallique se met à glisser vers le chaos. L'objet banal devient une force démesurée dès que quelqu'un, ou quelque chose, l'utilise sans aucune considération pour les vies autour de lui. Cette énergie de destruction est aussi ce qui fait de Terminator 3 un film de son époque. Il appartient au début des années 2000, avec ses grands effets, son goût pour les véhicules massifs et son idée d'un réseau informatique capable de devenir le champ de bataille principal. Son regard sur la technologie peut paraître simplifié, mais son instinct est juste. Plus les systèmes sont intégrés, plus leurs défaillances peuvent dépasser les personnes qui les ont conçus. Le film ne prétend pas expliquer les réseaux réels. Il utilise Skynet comme une image de la dépendance humaine envers des systèmes devenus trop complexes pour être maîtrisés par une seule décision. Le succès du film a permis à la saga de poursuivre son chemin vers d'autres chapitres. Mais sa place reste à part, parce qu'il est celui qui fait enfin franchir la frontière annoncée depuis le premier Terminator. Les deux premiers films regardaient le futur depuis le présent. Terminator 3 fait entrer ce futur dans le présent.
Il ne montre pas encore la guerre totale entre les humains et les machines, mais il en allume la première étincelle. C'est la charnière entre les histoires de chasse temporelle et les récits post-apocalyptiques qui suivront. Son message le plus solide n'est donc pas que les humains sont condamnés. S'il ne restait que cette idée, la fin serait simplement nihiliste. Le film affirme plutôt que les humains ne sont jamais protégés par une victoire acquise une fois pour toutes. Le monde doit être défendu dans les décisions quotidiennes, dans les limites que l'on impose à ses propres outils, dans la capacité à rester lucide lorsqu'une solution trop rapide paraît séduisante. Sarah l'avait compris par la peur. John le comprend par la perte. Kate le comprend par l'effondrement de toutes les autorités auxquelles elle faisait confiance. À Crystal Peak, la lumière du bunker ne remplace pas le soleil. Elle est artificielle, froide, suffisante seulement pour ceux qui sont à l'intérieur. C'est une image parfaite de l'état final du récit. L'humanité n'a pas gagné. Elle a préservé une petite zone où une voix peut encore circuler. Les appels radio sont le premier fil qui relie les survivants les uns aux autres. John ne peut pas supprimer Skynet, mais il peut empêcher le silence de devenir total. Kate ne peut pas ramener les morts, mais elle peut aider à faire vivre ce qui reste. Et c'est peut-être la raison pour laquelle la fin continue de marquer. Le film ne ferme pas l'histoire avec une certitude confortable. Il la laisse ouverte sur une responsabilité. Après les explosions, après les poursuites, après les machines détruites, il reste une question simple et immense. Que fait-on quand l'avenir que l'on redoutait est déjà là? Terminator 3 répond sans triomphalisme. On commence par survivre. On écoute les autres. On prend le micro. On refuse de fuir encore. John Connor entre dans ce bunker comme un homme qui voulait disparaître. Il en ressort symboliquement, par sa voix, comme le premier chef d'un monde blessé. Kate Brewster entre comme une victime du hasard et devient la personne qui partage déjà sa charge. Le T-850 disparaît en tenant une porte. La TX disparaît avec lui, non parce que la technologie a été vaincue définitivement, mais parce que l'obstination humaine a créé un intervalle. Cet intervalle est tout ce que la résistance possède au début. Dans l'univers de Terminator, cela suffit pour que l'histoire continue. Terminator 3. Le soulèvement des machines reste donc un épisode imparfait, spectaculaire et plus sombre qu'il n'en a parfois l'air. Il ne remplace pas la puissance des 2 premiers films. Il ne cherche pas toujours la même profondeur et son ton peut diviser. Mais il ose conduire sa promesse jusqu'au bout. Il ose montrer que le jour du jugement arrive. Il ose enlever à ses héros la victoire qu'ils espéraient. Et il ose terminer non sur la destruction de Skynet, mais sur la naissance d'une voix qui refuse de se taire. Au fond, le vrai soulèvement n'est pas seulement celui des machines. C'est aussi celui de John et Kate contre l'idée que tout serait déjà décidé. Ils ne peuvent pas effacer la catastrophe. Ils peuvent choisir ce qu'ils deviendront après elle. Voilà la dernière force du film. Même dans le bunker, même sous les transmissions de panique, même après l'échec, il laisse une place à la décision humaine. Pas une décision magique, pas une décision facile, une décision de présence, de courage et de continuité. Cette continuité donne à Terminator 3 une tonalité rare dans le cinéma d'action grand public. Le film ne demande pas que l'on applaudisse une victoire nette. Il demande que l'on mesure ce que signifie continuer après une perte. John et Kate n'obtiennent aucune garantie. Ils ignorent quelle ville existe encore, quels réseaux ont survécu, quelles personnes pourront répondre à leurs appels. Leur avenir n'est pas éclairé. Il est enterré sous la montagne, ouvert seulement par une radio et par l'obligation de prendre une décision après l'autre. La force de cette dernière image vient aussi de sa simplicité. Dans une saga remplie de métal liquide, de voyages temporels et de machines invincibles, le geste décisif est humain. Parler, répondre à une voix inconnue, dire que quelqu'un est là. Le cinéma d'action montre souvent le héros au moment où il terrasse son ennemi. Terminator 3 préfère montrer John au moment où il accepte de devenir utile aux autres. La guerre contre Skynet commence vraiment quand les survivants cessent d'être isolés. Ce choix fait de Crystal Peak bien plus qu'un refuge. Le bunker devient le premier espace où l'humanité reprend une forme d'organisation. Pas une organisation parfaite, pas encore une armée, mais un lien. La machine avait gagné en reliant les systèmes entre eux. John et Kate commencent à résister en reliant des personnes. Cette opposition est discrète, mais elle éclaire tout le dernier mouvement du film.
Face à une intelligence qui transforme les connexions en domination, les humains doivent apprendre à faire de leurs connexions une solidarité. Voilà pourquoi cette histoire mérite d'être regardée au-delà de ses seules cascades. Derrière les véhicules détruits et les affrontements mécaniques, elle raconte un passage brutal vers l'âge adulte. John accepte une responsabilité qu'il redoutait depuis l'enfance. Kate découvre une vocation qui lui a été imposée par la catastrophe, puis décide de ne pas s'en détourner. Et le Terminator, arme créée par le futur, leur achète assez de temps pour que leur choix existe. Lorsque les voix résonnent dans le bunker, le titre du film prend une dernière dimension. Les machines se sont levées, oui. Mais les humains commencent eux aussi à se relever. Non parce qu'ils sont plus puissants, non parce qu'ils ont déjà gagné, parce qu'ils refusent que la peur mette fin à toute réponse. C'est sur cette promesse fragile, sombre et profondément humaine que Terminator 3 laisse son histoire ouverte. Cette conclusion ne promet pas une victoire simple. Elle laisse plutôt une image durable, deux survivants, dans un lieu conçu pour la fin du monde, comprennent que leur première mission consiste à maintenir un lien humain. Toute la saga a parlé de machines capables de voyager dans le temps. Terminator 3 rappelle finalement qu'un avenir dépend aussi de ceux qui choisissent de rester, d'écouter et d'agir lorsque les certitudes disparaissent. John et Kate ne possèdent pas encore une armée. Ils possèdent une voix, une radio et la volonté de ne plus disparaître. Pour commencer une résistance, c'est peu. Pour empêcher l'humanité de s'éteindre moralement, c'est déjà immense. C'est la promesse sombre que le film adresse aux spectateurs. Ici.